Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers étudiants dans un autre TD, dans une autre plutôt conduite à tenir. Donc aujourd'hui on va aborder une conduite à tenir devant un ictère fébrile. Donc c'est le cours de Dr Mezouk. Toujours tous les liens sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite comme d'habitude à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande votre support avec du maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Donc aujourd'hui, c'est une autre conduite à tenir qu'on va l'aborder avec en deux parties là. Premièrement, on va aborder quelques objectifs pédagogiques. Donc, vous êtes censé, autant que clinicien, de reconnaître l'ictère. Et le diagnostic là, c'est cliniquement et de comprendre sa physiopathologie. Donc, on va aborder la définition de l'ictère, leur mécanisme physiopathologique et bien sûr de la conduite à tenir, bien la démarche diagnostique devant un ictère. C'est de l'anamnèse, c'est de la clinique et de la paraclinique. Donc, c'est l'abord du cours de sémiologie presque, et bien sûr justifier les examens complémentaires. Et dernièrement, identifier bien sûr les signes de gravité. Parfois, l'ictère, il est témoin d'une hémolyse sévère. Donc là, ce sont des critères de gravité, ce sont des urgences vitales. Parfois, c'est du paludisme comme vous allez voir. Et ça, ce sont des urgences, surtout devant un ictère fébrile. Et faire ou bien connaître les différentes étiologies de ce ictère pour bien sûr entamer le traitement étiologique. Donc, ça, ce sont notre objectif aujourd'hui dans notre démarche dans cette conduite à tenir. Bien sûr, premièrement, donc d'abord, c'est quoi de l'ictère? Comme définition, l'ictère, c'est la coloration jaunâtre des téguments et, notez bien, des conjonctifs. Faites attention, c'est les deux, c'est les téguments et les conjonctifs. Là, vous voyez les conjonctifs oculaires, ça, c'est de l'ictère conjonctif. Là, ce sont les téguments et vous voyez là l'aspect jaunâtre. Donc, c'est facile à diagnostiquer un ictère, surtout lorsqu'il est d'origine de cholestase. Vous allez voir ça, un ictère ne pose pas un problème dans le diagnostic dès bien, une simple examination. Vous allez retenir la coloration jaunâtre des téguments et n'oubliez pas des conjonctifs parfois dans les formes subictériques. Donc là, c'est du subictère. Donc c'est un ictère à bilirubine non conjugué. Vous pouvez rencontrer un subictère. Donc c'est la recherche dans les conjonctifs qui va vous témoigner ou bien qui va vous affirmer votre diagnostic. Donc n'oubliez pas, c'est de la coloration jaunâtre, pas seulement des téguments, c'est des conjonctifs. Vérifiez vos conjonctifs, faites attention, vous pouvez être devant un subictère là et vous n'allez pas le perçu dans la peau, dans les téguments. Donc recherchez toujours dans les conjonctifs. Donc c'est une coloration jaunâtre. Elle témoigne d'une accumulation dans le plasma, bien sûr, d'un pigment qui est appelé de la bilirubine. Donc c'est une hyperbilirubinémie qui est supérieure à 20 millimoles par litre. Donc notez-la bien, on parle d'un ictère au-delà de 20 millimoles par litre. Ça nous fait rappel à la physiopathologie, donc en troisième année de la physiopathologie de l'ictère. Et là, il s'agit bien sûr d'une urgence diagnostique. Donc, pourquoi c'est une urgence? C'est compte tenu de la gravité potentielle des étiologies là. Comme on avait dit, il existe des étiologies graves, comme l'hémolyse sévère, comme du paludisme. Donc faites attention, là, un ictère peut s'agir. Dans un ictère, il peut s'agir d'une urgence là, diagnostique bien sûr et thérapeutique. Donc l'acide d'ictère, n'oubliez pas de rechercher de la coloration dans vos téguments et n'oubliez pas surtout dans les conjonctifs. Deuxièmement, un rappel physiologique selon le métabolisme de la bilirubine. Donc là, c'est la bilirubine non conjuguée, elle est dérivée de l'hème. Donc c'est de l'hémolyse ou bien la lyse des globules rouges. Donc c'est de l'hémoglobine.
Donc la globine va être réintégrée et l'hème, le noyau de l'hème là, il va être transporté sous forme de bilirubine non conjuguée. Et cette bilirubine non conjuguée, elle va avoir de la conjugaison au niveau du foie afin d'être éliminée. Donc, soit par le foie, par les voies biliaires, et elle va éliminer soit dans les urines, donc par élimination rénale, et ça va donner la coloration jaunâtre des urines et même la coloration même des matières fécales des fesses. Et c'est primordial de connaître de la physiologie, donc, car ces deux étapes-là, la bilirubine non conjuguée et de la bilirubine conjuguée, vont être des grands titres ou bien de deux ictères dans la physiopathologie. Un ictère à bilirubine qui est libre et un ictère à bilirubine dite conjuguée. Donc, et bien sûr, un troisième type d'ictère qui est un ictère mixte, 50% qui est libre, la moitié, autre moitié qui va être conjuguée. Donc, dans la physiopathologie, on distingue trois types d'ictères. Donc, après la physiologie, on va passer vers de la physiopathologie. C'est toujours primordial. Donc, premièrement, on a de l'ictère à bilirubine qui est libre. Il est appelé aussi un ictère indirect, non conjugué. Il est défini par une bilirubine qui est supérieure à 60%. Bien sûr, une bilirubine non conjuguée supérieure à 70% de la bilirubine totale. Et là, il s'agit d'un déficit dans la glucoconjugaison, donc un défaut hépatique, ou bien une hyperproduction de la bilirubine par lyse ou bien par hémolyse. Donc, comme ictère, comme cause, ou bien comme étiologie d'ictère à bilirubine libre, ictère indirect, ictère à bilirubine non conjuguée. Donc là, soit c'est de l'hémolyse, comme nous allons voir ça c'est sévère, ou bien par le déficit plutôt par la glucoconjugaison. Donc l'absence de conjugaison là, à cause d'une hépatopathie, plus probablement c'est une insuffisance hépatique comme nous allons voir. Donc un déficit en glucoconjugaison ou bien une hémolyse sévère, ça va témoigner d'un défaut de première étape là. Donc c'est au-delà de la conjugaison. On est très loin de la conjugaison. Le problème là, c'est soit une hémolyse sévère, c'est la première étape, ou bien un blocage de la conjugaison là. C'est du glyconyl transférase là, une hépatopathie. Donc c'est au-delà de foie et bien sûr de l'hémolyse. Donc, premièrement, un ictère à bilirubine libre, un ictère à bilirubine non conjuguée. Et c'est cette forme-là qui peut donner dans des cas un subictère. Elle peut être mal visualisée dans certains des cas et ça demande la prudence. Comme je vous ai dit toujours, vérifiez vos conjonctifs, vérifiez toujours le subictère. Premièrement, l'ictère à bilirubine libre. Et bien sûr, deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'ictère à bilirubine direct, à bilirubine conjuguée. Donc là, la bilirubine conjuguée, le taux de bilirubine conjuguée, il est supérieur à 70% de la bilirubine totale. Donc là, c'est la deuxième phase là. Donc on est loin de la bilirubine non conjuguée. Donc elle a été conjuguée. Donc là, le problème, il est sûrement hépatique là totalement. Donc soit c'est du cholestase, il va être perçu par des urines foncées et des selles décolorées. Ça nous fait rappel à la physiopathologie de l'ictère. Je vous invite à le consulter. Et ce cholestase-là, il peut s'agir d'un cholestase, plutôt cholestase intrahépatique ou bien extrahépatique, comme on va détailler. Donc, bilirubine non conjuguée, hémolyse ou bien un déficit en glucoconjugaison. Faites attention. Ah, il peut s'agir des questions d'examen. Vous êtes censé de connaître la physiopathologie où se situe l'erreur dans le mécanisme afin de poser de l'étiologie et bien sûr du traitement. Donc, premièrement, ictère à bilirubine non conjuguée. Donc, soit du lymolyse ou bien un déficit enzymatique en glucoconjugaison. Lorsque l'ictère là est à bilirubine directe, il va être fruste. Un ictère fruste par des urines qui sont foncées
et des selles qui sont décolorées qui vont témoigner là du cholestase. Donc c'est l'absence du passage de la bile ou bien de la bilirubine dans les voies biliaires. Donc soit l'obstacle qui va être extra-hépatique ou bien intra-hépatique, comme certaines étiologies dans plusieurs pathologies. Donc, ictère à bilirubine conjuguée, faites attention à la notion de urine foncée et les selles décolorées, ce sont des témoins d'un ictère à bilirubine direct. Je vous invite bien sûr à consulter le cours de la physiopathologie du ictère où on va détailler tous ces mécanismes-là. Et dernièrement, l'ictère mixte. Donc, bien sûr, c'est balancé entre pathologie ou bien entre bilirubine libre et conjuguée. Donc, c'est un déficit constitutionnel d'une étape qui est intra-hépatique de la synthèse de la bile. Donc, faites attention aux deux premiers mécanismes. Ictère à bilirubine libre, ictère à bilirubine conjuguée, ce sont des deux diagnostics étiologiques différents. Toujours dans la physiopathologie, on va aborder les deux causes du cholestase. Donc, bien sûr, premièrement, le cholestase intrahépatique et le cholestase extrahépatique. Donc, comme cholestase intrahépatique, c'est, vous allez constater une altération du système du transport et de la sécrétion de la bile par les hépatocytes. Donc là, donc là, l'obstruction, elle est dans les voies biliaires intrahépatiques. Et nous allons détailler les étiologies du cholestase intrahépatique. Ou bien c'est le deuxième cas qu'on a, comme on avait dit précédemment, c'est du cholestase extrahépatique. C'est l'obstruction des voies biliaires, bien sûr, extrahépatiques. Donc, soit par des calculs biliaires, le passage, un calcul biliaire là dans les canaux cholédoques. Donc, c'est du lithiase. Et ça va donner une obstruction des canaux hépatiques jusqu'à la papille avec dilatation en amont. Et ça va témoigner, bien sûr, là, d'un cholestase ou bien malheureusement, dans certains des cas, du pathologie ou bien des cancers biliaires. Donc, deux mécanismes. Un cholestase intrahépatique par obstruction des voies biliaires intrahépatiques et bien sûr un cholestase extrahépatique, obstruction par les voies biliaires, soit par des lithiases ou bien par une compression tumorale, comme vous allez voir donc prochaine. Donc ça c'est tout pour la physiopathologie. C'est primordial de distinguer les deux ictères, les deux mécanismes de physiopathologie là, car les étiologies sont totalement différentes. Là c'est du cholestase, donc la conduite elle va différer de ce dernier-là. La bilirubine, ou bien l'ictère à bilirubine non conjuguée, là c'est de l'hémolyse ou bien un malfonctionnement du enzymatique de la glucoconjugaison. C'est primordial de différencier entre ces deux. Donc faites attention dans vos cas cliniques, faites attention dans les questions. C'est la notion là de la coloration des urines qui est foncée et la décoloration des selles. Et bien sûr, là, vous allez voir un ictère qui est fruste. Là. Donc là, vous allez voir l'ictère totalement, l'ictère fruste. Par contre, à l'ictère à bilirubine non conjugué, là, il peut s'agir d'un subictère. Donc c'est primordial. Faites attention dans vos cas cliniques. Donc, il faut différencier entre de l'ictère à bilirubine conjugué et bien sûr l'ictère non conjugué. Donc ça, c'est pour la physiopathologie. Et maintenant, on va passer aux deuxième étape. C'est de reconnaître l'ictère. Maintenant, vous savez là, le mécanisme. Vous, vous savez interpréter la physiopathologie là, de l'ictère. Maintenant, comment allez-vous reconnaître l'ictère? Et comme je vous ai dit, là, le diagnostic clinique, il est facile. Il est confirmé par la biologie. Donc, c'est la bilirubinémie qui est supérieure à 20 mmol par litre. Faites attention, notez bien. Il peut s'agir des questions d'examen, mais le diagnostic différentiel là, il s'agit des diagnostics différentiels. Premièrement, on a de l'hypercarotinémie. Donc la carotinodermie ou bien la xanthodermie. Donc ce sont des dépôts de carotène
qui est due à la consommation excessive de bêta-carotène. Là, il s'agit des carottes ou bien parfois de certains médicaments. Mais comment allez-vous faire la différence là? Donc là, les légumes, ils vont être colorés. Donc ce sont des chromes ou bien des colorants ou bien de la carotène qui est à l'hypoderme, bien sûr dans la couche cornée de la peau. Comment allez-vous faire la différence entre l'hypercaroténémie et du licteur? Et c'est facile là. L'hypercaroténémie, elle respecte les muqueuses. C'est pour cela que j'insiste toujours examiner les muqueuses là pour éliminer une hypercaroténémie. Donc, les dépôts de carotène, ils vont se stocker dans l'hypoderme, dans les teguments, mais ils n'ont pas colonisé au niveau du muqueuse. Les muqueuses vont être respectées là, et ça, c'est du diagnostic différentiel. J'insiste, vérifiez toujours les muqueuses pour éliminer l'hypercaroténémie. Parfois, c'est la pseudo, ou bien un pseudo-ictère qui est picrique. C'est l'absorption là de l'acide picrique. Ou bien des pâleurs externes, ou bien parfois de l'hyper, ou bien l'hypothyroïdie. Le patient là, il va être teinté, il est pâle, il est cireux. Donc vérifiez toujours les muqueuses là, c'est là où vous allez constater votre notion d'ictère. Donc, il faut différencier entre un aspect jaunâtre, un aspect pâle, ou bien l'hypercaroténémie, ou bien le pseudo-ictère picritique, du vrai ictère, de l'ictère fruste. Donc, là, faites attention toujours à la notion, je répète, des conjonctifs. C'est primordial comme compétence. Vous devez noter, bien, vous devez retenir cette compétence-là. Maintenant, le diagnostic étiologique. Donc, là, il s'agit de l'ictère, c'est bon. Quelles sont les causes, quelles sont les étiologies là qui peuvent être incriminées dans la cause ou bien dans la manifestation de l'ictère? Donc, il existe de nombreuses maladies virales, bactériennes, parasitaires et même mycosiques. Et le plus souvent, ces ictères-là, ils sont en rapport avec une atteinte hépatobiliaire. Donc là, vous devez incriminer. Ah, vous devez noter ce point-là. C'est primordial. Donc, soit vous allez incriminer de l'hépatite virale chez un sujet jeune, notez bien, ou bien de l'angiocolite chez un patient qui est âgé. Donc, votre réflexion toujours, incriminer les atteintes hépatiques chez un sujet qui est jeune et incriminer l'angiocolite chez un patient âgé là. Donc, l'ictère infectieux, il est plus rarement d'origine hémolytique. Donc, un ictère infectieux comme le cas de l'hépatite, ça va témoigner de l'hépatolyse. Donc, une pathologie, une atteinte hépato-biliaire. C'est plus rarement qu'on voit une forme infectieuse qui va donner de l'hémolyse, mais elle existe. C'est l'exemple là du paludisme. Une présence de la fièvre ne permet pas d'affirmer l'origine infectieuse. Pourquoi? Car d'autres causes non infectieuses peuvent être responsables de fièvre. Donc là, il n'existe pas une loi. Donc une fièvre n'est pas témoignant directement d'une atteinte infectieuse et un agent infectieux n'est pas électivement ou bien sélectivement responsable des atteintes hépatobiliaires. Il peut s'agir là de l'hémolyse. Donc, il faut incriminer toutes les causes. Je répète, maladies virales, bactériennes, parasitaires, des mycoses. Le plus souvent, ce sont des lésions ou bien des atteintes hépatobiliaires chez un sujet qui est jeune. Donc, faites incriminer l'hépatite, l'origine infectieuse là, et l'angiocolite là, chez un malade qui est âgé. Donc, c'est du cholestase ou bien l'inflammation des voies biliaires. Donc, chez un sujet jeune, atteinte hépatique, hépatolyse, un sujet âgé, incriminé l'angiocolite. Donc, ça, c'est comme première réflexion. Et là, c'est un tableau qui résume toutes les étiologies. Donc, premièrement, vous avez identifié de l'ictère. Il s'agit de l'ictère fébrile. Maintenant, vos résultats, est-ce qu'il s'agit là de l'ictère à bilirubine libre ou bien à bilirubine conjuguée? Donc, ça, c'est de la bilirubine. Donc, quelle est votre démarche là? Devant
comme je vous ai dit, un ictère à bilirubine libre incriminé là l'hémolyse. Et comme étiologie, s'il s'agit là de l'hémolyse, donc faites attention, incriminer en premier lieu de paludisme. Donc, comme je vous ai dit, le paludisme il est responsable d'un hémolyse, et là c'est un critère de gravité. Incriminer aussi les infections anaérobiques, comme le Clostridium perfringens, impliquer la bortonellose, le l'Epstein-Barr, le BV, le cytomégalovirus. Ça nous fait rappel au cours des herpès viridés qu'on a vu. Je vous invite à consulter le cours des herpès ou bien de varicelle et zona. On a abordé ces deux agents pathogènes-là, de l'Epstein-Barr virus et du cytomégalovirus, impliqués aussi l'hépatite B, l'hépatite A et du VIH. Donc tous ces agents pathogènes, on a vu précédemment dans la bactériologie et dans la playlist d'infectiologie. Je vous invite à consulter tous ces agents pathogènes. Ils ont tous un pouvoir là d'hémolyse. Impliquer aussi les maladies auto-immunes, les accidents transfusionnels, et on va aborder ça dans l'unité d'hématologie, ou bien des hémoglobinopathies. Donc, on va aborder ça dans l'hémopathie là, de quantité et de qualité. On va aborder ça dans, dans les drépanocytoses et les thalassémies. Donc, hémolyse impliquer les agents infectieux qu'on avait déjà cités, les maladies auto-immunes et les hémopathies, les accidents transfusionnels et l'hémoglobinopathie. S'il ne s'agit pas de l'hémolyse, donc un ictère à bilirubine libre, donc faites attention, là vous allez impliquer la maladie de Gilbert, maladie de Crigler-Najjar, et malheureusement ce sont des maladies graves surtout chez l'enfant. Donc, ou bien d'autres maladies qui sont d'origine fébrile. Donc, premièrement, s'il s'agit là de la bilirubine libre, donc soit c'est de l'hémolyse ou bien des pathologies fébriles non hémolytiques. Deuxièmement, un ictère à bilirubine conjuguée, donc là, c'est du cholectase. Donc, sûrement c'est du cholectase, soit extra ou intrahépatique. Hein? Ou bien du cholectase qui est extra-hépatique, bien sûr, là, c'est de l'angiocolite, c'est du lithiase, un kyste compressif, un abcès, des adénopathies, des douves. Donc, qu'on avait vu en parasitologie, l'ascaris. Donc, tout ça, ce sont des obstacles là, biliaires qui vont témoigner d'un cholestase, d'un obstacle dans les voies extra-biliaires, ou bien, comme je vous ai dit, malheureusement, des tumeurs comme la tumeur de la tête du pancréas, la tumeur des voies biliaires et de l'ampoule de Vater. Tout ça, ça va donner de la compression sur les voies biliaires extra-hépatiques, et ça va donner un ictère à bilirubine qui est conjugué. Dernièrement, lorsque le cholestase est intrahépatique, donc là, c'est comme on a vu dans la plaque précédente, c'est les infections, c'est les hépatites virales de leptospirose. Je vous invite à consulter le cours de leptospirose. On avait abordé les formes ictéro-hémorragiques en détail. L'abcès apyogène, donc là, il s'agit du Pseudomonas aeruginosa. C'est de l'amibiase hépatique, et je vous invite à consulter le cours de l'amibiase hépatique ou bien de l'amibiase extra-intestinale. On a abordé ça, tout ça avec détail. Donc ce tableau-là, c'est un récapitulatif de plusieurs agents pathogènes qu'on a vu dans l'enchaînement ou bien le déroulement de l'infectiologie. Parfois, c'est de l'hépatite granulomatose ou bien de la cholangite. C'est du foie cardiaque, thrombose, porte de Budd et Chiari, ou bien parfois c'est toxique, et le terrain alcoolique, et bien sûr le médicament. Et on va aborder ça en détail en module de gastrologie, où on va voir la relation entre foie et médicaments. Donc, comme cholestase, un cholestase extra-hépatique, notez bien les lithiases. Lorsqu'il est intrahépatique, c'est en premier ordre les infections, donc les hépatites virales, leptospirose, les abcès, l'amibiase, tout infection là, qui va donner de l'hépatolyse ou bien d'origine métabolique, comme les causes toxiques, surtout les médicaments. Et ça va être très utile dans votre
conduite thérapeutique. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. Dans la deuxième partie, dans la suite de cette conduite à tenir, on va voir les poses de l'ictère et nous allons voir l'examen, l'interrogatoire, l'examen clinique devant un ictère et bien sûr les diagnostics étiologiques. Donc je vous remercie pour votre attention mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite de cette conduite à tenir. Je vous remercie une autre fois et je vous souhaite le bon courage dans vos préparations.